Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 10h32 sur Sud Radio, soyez les bienvenus. 0826 300 300 pour vous installer autour de la table, participer à la discussion, réagir, nous interpeller, discutailler comme on dit chez nous. Vous avez également le site sudradio.fr ainsi que l'application. De quoi on va parler ? On va parler des soldes. Tiens, est-ce que c'est encore quelque chose qui intéresse les Français ? Doit-on les supprimer, ces soldes ? Visiblement, même le ministre du pouvoir d'achat qui s'appelle Serge Papin, interrogé sur le sujet, a engagé une petite réflexion. Après tout, est-ce que les réductions ne sont pas permanentes ? Avec Internet, est-ce que c'est encore le temps de passer certains week-ends dans les centres-villes, dans les grandes galeries commerciales, à repérer la bonne chaussure, le bon jean avec des réductions? Doit-on supprimer les soldes? Est-ce tout simplement un modèle dépassé en France? 0826 300 300, j'attends vos retours, ou pas d'ailleurs, mais j'attends vos commentaires. En tout cas, vous, est-ce que vous faites encore les soldes? Est-ce qu'après tout, ce n'est pas aussi une affaire de génération de faire les soldes? Eh bien, venez en discuter avec nous. 2027, vous allez me dire, il y a déjà beaucoup de candidats, il est vrai, mais là, visiblement, il y a ceux qui s'imposent et il y a ceux qui veulent, on va dire, ceux qui veulent nous en imposer. On pense au MoDem, c'est ce qu'on lit dans le Figaro ce matin, un rendez-vous secret du côté du MoDem avec une idée dans la tête de François Bayrou, patron de ce parti, donc imposer la candidature de Thierry Breton. Est-ce une candidature crédible, celle de Thierry Breton? Après tout, il est passé par le ministère de l'économie, il a dirigé des grandes entreprises, il connaît l'Europe, il connaît un peu le monde. Est-ce qu'on a le droit d'y croire ou au contraire, ça vaut rien du tout, on met même pas un billet dessus? 0826 300 300. Mais pour le moment, 10h34, notre premier débat de conversation. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Je ne sais pas ce que veut dire un débat de conversation. Il y a un sujet de conversation, il y a un débat, mais les deux, c'est un peu curieux. On va en discuter autour de la table de l'actualité avec Magali Vicente, communicante politique. Bonjour. Maxime. Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France et troisième vice-président de France Écologie. Bonjour. Bonjour, merci. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole d'une think tank Agriculture Stratégie et ancien agriculteur, ancien député aussi. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et Mathieu Vallée, eurodéputé RN. Merci beaucoup d'être autour de la table et de participer à cette conversation. Notre premier sujet va concerner, on va dire, une personne qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelque temps, qui s'appelle Ksenia Fedorova, habituée des plateaux du groupe Bolloré, des journaux du groupe Bolloré également, mais également dans le viseur de certains ministres, de certains politiques, de certains penseurs, parce que elle est le relais de la propagande russe. C'est comme ça. Et hier, elle est donc visée, depuis hier, elle est donc visée par un arrêté d'expulsion. Elle est accusée d'être, je cite, un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes, le tout pour déstabiliser l'ordre public. Une décision, évidemment, que la chroniqueuse va contester. Et de son côté, ses employeurs, que sont Canal+ et Lagardère, ont dénoncé dans un communiqué une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression. Nous, la question qu'on se pose ce matin, c'est: doit-on priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous? Après tout, il peut y avoir des gens qui pensent un peu comme le régime russe, qui pensent que le régime russe n'est pas ce qu'on décrit la plupart du temps. Est-ce que pour autant on doit l'interdire de parler? Est-ce que ce n'est pas le début d'un engrenage dangereux concernant la liberté d'expression dans son sens le plus large? Je me tourne vers vous, tiens, Jean-Baptiste Moreau, pour commencer. Merci du cadeau. Non, bien sûr que... bonjour à toutes et à tous. Bien sûr que non, qu'il ne faut pas interdire aux gens qui ne pensent pas comme nous de parler. Ça, c'était le principe même de nos démocraties, c'est que la liberté d'expression, qui n'est pas totale, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire tout et n'importe quoi non plus. Le racisme, l'antisémitisme, ça fait pas partie de la liberté d'expression. Après, sur la propagande russe, pour moi, le problème n'est pas tant que Madame Fedorova relaie la propagande russe. Bon, c'est son droit, à la limite, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction en face d'elle quand elle délivre ces éléments de langage qui sont tout aussi révulsants et faux que... voilà, c'est ça le problème. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt là. Il est de la laisser dérouler cette propagande sans aucune contradiction et sans aucun rapport au réel. On n'a pas le droit non plus de dire tout et n'importe quoi à longueur de plateau télé ou sur des réseaux sociaux sans avoir la contradiction en face. Je veux dire, aujourd'hui, X, avec les notes de la communauté, on a retrouvé un peu, je trouve, par rapport à ce réseau, un peu de sérénité dans le débat, et surtout la capacité de dire, bah non, ça c'est n'importe quoi, c'est des grosses conneries. Enfin, il y a pas que Madame Fedorova qui en raconte, hélas, hein, j'y reviendrai sur mon coup de gueule, mais globalement, le problème c'est ça, c'est de laisser dérouler une propagande de façon totalement débridée avec des mensonges éhontés, sans avoir de contradiction en face. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pas qu'elle fasse la propagande de Monsieur Poutine, c'est son droit. À la limite, on est en démocratie, toutes les opinions ont le droit de s'exprimer à partir du moment où, je rappelle, elles tombent pas sous le coup de la loi, quoi. Sachant que beaucoup aussi disent bon, peut-être en effet il n'y a pas de contradiction, mais au moins ça nous permet, quand on allume la télévision ou quand on ouvre certains journaux, de savoir ce que pense la Russie. Et peut-être d'ailleurs que certains concitoyens ont conscience et ont envie d'entendre ou de penser comme la Russie. C'est leur droit le plus strict. Il faut aussi faire peut-être le CV de cette personne, Ksenia Fedorova. C'est l'ancienne patronne de la chaîne russe RT en France et elle est interdite dans l'Union européenne depuis mars 2022 et elle défend donc
régulièrement toutes ses positions, une fois plus, dans les médias du giron. Et elle n'a pas le droit de séjour non plus en Allemagne. Ouais, exactement. En Allemagne. Mathieu Vallée sur ce sujet. Non, mais c'est un beau bordel parce que son titre de séjour en 2024 a été renouvelé pour 10 ans. Et un an et demi après, on a la préfecture de police de Paris qui délivre un arrêté d'expulsion. Donc la réalité, c'est que cette dame vit en France depuis des années. Sur CNews, moi j'y vais par exemple sur Europe 1, la chaîne invite tout le monde. Voilà, et j'ai même bon souvenir qu'il y avait des LFistes et des gauchistes qui y allaient à l'époque où ils n'avaient pas grand-chose. C'est-à-dire ils étaient simples orateurs, si j'ose dire. Ils n'étaient pas députés comme Monsieur Leaumont, comme Mme Dufour. Donc il y en a qui ont un peu la mémoire sélective ou qui sont atteints de peut-être d'effacement de mémoire. Mais ce que je veux dire, c'est que la liberté d'expression, elle est sacrée, et derrière cette situation, il y a une volonté de fermer la chaîne. Monsieur Macron veut fermer la chaîne. Ils ont fermé C8, qui était une chaîne publicité par les Français, quoi qu'on en dise, et l'Arcom qui nous coûte un pognon de dingue. La réalité, c'est que nous, si nous on est responsabilité, on va supprimer certaines agences qui sont élues par personne, qui n'ont aucune légitimité. C'est intéressant ce que vous dites, Mathieu Vallée, parce que par exemple, quand on a posé, mais simplement, vous laissez pas finir. Oui, parce que Julien Audoul, qui était à ce micro, disait finalement c'est une très bonne décision, ça, parce que elle est considérée, c'est une ennemie de la France. On peut pas laisser des ingérences étrangères. Vous êtes plus souple sur ça? Non mais moi ce que je vous dis, c'est que c'est pas que je suis plus souple, c'est que moi je suis un fonctionnaire de l'État avant d'être un député, je suis en disponibilité, et que quand on veut, c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette même exigence avec le terroriste islamiste de Mulhouse algérien qui avait une OQTF et qui a dû frapper pour qu'on se rende compte qu'on n'arrivait pas, enfin que les autorités n'arrivaient pas à l'expulser vers l'Algérie. Ça c'est pas un trouble à l'ordre public, c'est des concitoyens qui ont été gravement atteints dans leur chair, notamment des policiers municipaux. Donc la réalité c'est que on arrive peut-être à faire un arrêté d'expulsion pour une personne qui doit aller vers la Russie, mais pour aller vers l'Algérie, c'est impossible qu'on nous explique aujourd'hui. C'est le quoi, fameux deux poids deux mesures. En tout cas, il y a un manque de volonté. Ils arrivent, le seul problème c'est de l'exécution. C'est la responsabilité du gouvernement, notamment de la diplomatie, excusez-moi, on paye des ministres 10 700 € bruts par mois pour qu'ils fassent pendant 10 ans, enfin ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire retrouver des accords qui nous permettent d'expulser des délinquants et des criminels étrangers vers leur pays d'origine. C'est le droit international. On n'a pas inventé l'eau chaude de ça. Elle n'est pas expulsée encore. Non mais d'accord, elle va faire des recours. Elle va contester la décision. Elle va faire des recours, d'accord, mais je remarque juste que j'aimerais bien qu'on mette plus d'allant et de volonté à expulser des gens qui font des victimes avant et d'abord ce qui a été pris comme engagement par M. Macron d'exécuter 100% d'OQTF. Magali Vicente. Pour moi, le fond du sujet systématique, c'est qui crée justement cette interrogation sur la liberté d'expression, c'est la transparence autour de ce genre de prise de décision, parce que comme le rappelait de toute façon Mathieu, on a eu des événements l'an passé déterminants sur les réseaux sociaux, notamment des personnes qui avaient de l'incitation à la haine, qui ont été une première fois condamnés, pour autant qu'ils n'ont jamais été expulsés. Donc le fameux deux poids deux mesures, il existe. Et donc ça crée quoi? Ça crée de la défiance envers le système politique et envers les décisions. Et on en parlait avec Philippe tout à l'heure, il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que si, en gros, on nous mettait en toute transparence et on nous disait, voilà, pour quelles raisons on décide que Madame Federova, c'est une ingérence russe, et qu'on nous prouve et qu'on nous dise, voilà, elle doit quitter le territoire pour telle et telle raison, s'il y avait cette transparence-là, peut-être que ça pourrait être entendu. Aujourd'hui, il y a une telle défiance envers les décisions du pouvoir politique que finalement les citoyens mettent en avant la liberté d'expression. Et je terminerai en disant, est-ce qu'on doit être fier d'interdire? Je veux dire, en ce moment, ça fait 3 semaines qu'on n'a que des décisions on interdit les réseaux sociaux. Ça nous a donné un peu de matière à débattre, c'est pas faux. Exactement. Sachant que la place Beauvau de son côté lui reproche 2 choses, c'est comme ça qu'il justifie la décision: la désinformation d'abord, et la distorsion systématique des faits. Par exemple, il y a différentes pièces apportées au dossier, notamment des services de l'intérieur qui dénoncent un relais direct des campagnes de désinformation pilotées par le Kremlin, citant à la pluie donc un florilège de déclarations, de publications ou de déclarations récentes de Madame Fedorova, que ce soit sur ses réseaux sociaux, sur des chaînes d'information ou dans des publications telles que le JD News. Philippe Bouriaki. Moi, j'ai un vrai problème. Moi, je vais être complètement transparent avec vous. Je pense que vous savez, moi, je suis un soutien inconditionnel de l'Ukraine et de tous les peuples opprimés, de toute façon. Mais lorsque la décision de l'État a été prononcée d'interdire et de fermer RT, moi, en tant que démocrate, ça me pose un problème. J'ai pas de souci, moi, à débattre avec quelqu'un qui pense pas la même chose que moi. J'ai pas de souci avec quelqu'un qui fait même de la désinformation. Au contraire, c'est très facile de le démonter et de le briser en deux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je suis d'accord avec Mathieu Vallée. Ça va surprendre plein de copains qui me disent, attends, je suis vraiment d'extrême droite. C'est une émission débordante de surprise ce matin. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez pas, pour le commun des mortels, accepter qu'on ait un souci avec les OQTF qui ne sont pas exécutés. Et maintenant, Madame Xenarova est l'ennemi public numéro 1 de la France. Soit c'est réellement une agent
d'une puissance étrangère qui nous veut du mal. Et à ce moment-là, effectivement, tu as raison, Magali, il faut qu'on sache pour qu'on soit tous au courant et qu'on soit vigilants. Mais à ce moment-là, il faut aussi arrêter l'hypocrisie. C'est-à-dire que si la Russie, et moi je considère que la Russie est un ennemi de nos démocraties, aujourd'hui, et j'espère que demain ça changera, à ce moment-là, il faut que les entreprises françaises qui sont en Russie arrêtent de faire du fric là-bas. Et dans ce cas-là aussi que nos diplomates même arrêtent totalement d'en parler. Je veux dire, si on fuit la logique, si on tire la logique jusqu'au bout, c'est ça. C'est pas parce qu'on va l'expulser en plus demain que les idées, elles continueront pas à arriver par les réseaux sociaux. Elles gagnent en puissance sur les réseaux sociaux. Au contraire, ça permet de se victimiser et d'attiser toutes les sphères complotistes en disant on veut nous taire la vérité ou des conneries du genre alors qu'elles propagent que des âneries. Pourquoi ils ont renouvelé le titre de séjour il y a 1 an et demi? C'est pas comme si c'était il y a 10 ans. Et ça fait des années qu'elle est sur le territoire national. Moi, je suis policier de formation et en disponibilité, donc à tout moment, je peux revenir au ministère de l'Intérieur. Je connais bien la direction générale de la sécurité intérieure qui est notamment axée sur les luttes contre les ingérences extérieures. Je comprends pas que ça n'ait pas été documenté et que quand il y a eu une demande de renouvellement, ça a été refusé. Enfin, vous me direz, le Tunisien qui a été interpellé dans le Var pour des incendies, il était déjà condamné, son titre de séjour avait été renouvelé. Non, mais la réalité, elle est là, Maxime Lédé, c'est que on a une politique. Vous vous rappelez que cet assaillant qui avait fait des victimes dans le métro parisien, on nous avait dit qu'il n'était pas français, après qu'il avait un titre de séjour, après qu'il était français. Enfin, c'est pas sérieux. Il faut quand même qu'on sache, dans nos fichiers, on a une application qui s'appelle la GDCRF, l'application de gestion de dossier des ressortissants étrangers en France. On doit savoir quand même qui est présent, qui n'est pas présent, quelle est sa situation sur le territoire national. Et quand en plus il est français, il faut quand même qu'on sache à qui on délivre des papiers. C'est important. 0826 300 300, on se penche et vous l'avez vu, ça part au quart de tour, ça enflamme le plateau. Xenia Federova, donc Fedorova visée par un arrêté d'expulsion, c'était une propagandiste, nous dit le ministère de l'Intérieur, donc dehors, notamment pour relayer la propagande russe. C'est ce qu'on doit priver de parole des gens qui ne pensent pas comme nous, même si elle a une exposition médiatique, même si elle a visiblement un certain pouvoir dans ce groupe-là. Est-ce que pour autant, il n'était pas plus salutaire de la laisser s'exprimer, de savoir d'où elle s'exprimait, comment elle s'exprimait, pour avoir qu'isé la position de l'ennemi, je le dis entre guillemets. Ça fait partie des arguments qui sont opposés à cette décision qu'a pris le ministère de l'Intérieur. Et mon cher Mathieu Vallée, vous évoquez cette décision alors qu'il y a plus d'1 an, en effet, son titre de séjour avait été renouvelé pour 10 ans. On comprend en lisant la presse ce matin que c'est une décision qui a été très discrètement prise par le ministère de l'Intérieur, le temps justement que juridiquement elle ne soit pas retoquée et d'accumuler un certain nombre d'éléments pour justifier cette décision. Est-ce qu'à la fin d'ailleurs, en plus, et ça pose quelques questions pour la suite, parce que est-ce que à chaque fois qu'on va estimer que quelqu'un d'une puissance étrangère relaie son discours, si elle déjà elle arrive à le contester, et puis si ensuite on le fait pas pour d'autres, le fameux 2 poids 2 mesures sera considérable. 0826 300 300, Xenia Federova, doit-on priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous? Venez en discuter autour de la table, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Maxime Liédo. 10h47 sur l'antenne de Sud Radio, le débat continue à faire rage, une fois les micros coupés. Autour de la table, Mathieu Vallée, Magali Vicente, Philippe Bouriaki, Jean-Baptiste Moreau. On s'interroge sur le cas de ce qu'on a appelé la propagandiste, et je le mets entre guillemets, du Kremlin, la chroniqueuse russe Xenia Fedorova, qui est depuis quelques heures maintenant visée par un arrêté d'expulsion, sous prétexte en effet qu'elle recracherait dans certains médias la propagande russe. La question qu'on se pose ce matin, c'est tout simplement la suivante: est-ce qu'on doit priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous? Après tout, je suis sûr qu'il y a quand même il existe des concitoyens peut-être qui nous écoutent actuellement, qui sont d'accord avec Xenia Fedorova, qui sont plutôt d'accord avec le régime russe, bref, qui croient toute cette propagande. Pourquoi ne pas la laisser s'exprimer, qui plus est aux yeux de tous, pour précisément savoir ce qu'on pense ou ce qu'elle pense? 0826 300 300. Tiens, il y a Patrick qui nous a passé un coup de fil. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes d'une certaine manière un peu concerné par la situation. Patrick, expliquez-nous. Oui, je suis marié à une Ukrainienne, donc je connais un peu la situation, même beaucoup. Et donc les points de vue comme Xenia Fedorova existent en France. Par exemple, Luc Ferry s'exprime souvent à la télé en ayant des propos très durs contre l'Ukraine, et il a des opposants face à lui souvent à la télé. Donc moi, ça m'embête quand il dit ça, mais je l'accepte puisque c'est le débat démocratique. Russia Today a été interdit il y a maintenant 4 ans. En France, c'est pas pour rien, et dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de propagandiste de la Russie sur l'Europe, avec des organes de presse qui étaient d'ailleurs pilotés en France par Xenia Fedorova. Donc oui, c'était vraiment une porte-parole déguisée, même pas du gouvernement russe. Donc si on a interdit Russia Today, on ne doit pas recommencer à lui donner un titre de séjour. Une parole contre l'Ukraine ou pour la Russie, il en existe dans les médias français, il y a des oppositions, mais là c'est tellement caricatural, c'est-à-dire que
En plus, j'ai entendu plusieurs fois sur les chaînes de télé, sur CNews en particulier. C'est pas comme dans votre antenne à vous où il y a des différents points de vue. Des fois, des gens, je suis pas d'accord avec eux, mais en face d'eux, vous mettez en face les gens qui contre-argumentent. Sur CNews, c'était simplement elle qui prenait la parole pendant 5-6 minutes, qui déroulait tout un narratif et avec aucune contre-argumentation. En réalité, c'était pas. Si je devais résumer, Patrick, outre tous vos arguments, vous dites, c'est pas tellement le fond de la pensée, mais la manière dont c'était aussi peut-être imposé médiatiquement, c'est-à-dire le côté déroulé, sans contradiction, et plutôt dans une bonne humeur apparente, quoi. Et surtout, là, en gros, c'est écrit dessus. Donc, de temps en temps, on veut bien fermer les yeux ou se dire, justement, face au principe de la liberté d'expression, parfois, ça gratte un peu et ça embête. Mais là, c'est tellement écrit dessus. Quand vous avez écrit dessus propagande officielle du Kremlin, vous avez le droit de dire d'arrêter. De la même façon qu'on n'aurait certainement pas donné l'antenne à quelqu'un de Daesh. En France pendant des années sur une chaîne de télé à toute heure pour donner des explications sur le fait que c'était bien d'avoir un califat en Syrie et au Moyen-Orient, quoi. On n'aurait pas laissé ça non plus. Donc là c'est écrit dessus, il y a un tampon qui est officiel. C'est pas la même chose quand même. Réaction autour de la table, Patrick. Patrick, bonjour. D'abord, Slava Ukraini, Heroim Slava. Voilà, comme ça les choses sont dites, ça veut dire gloire à l'Ukraine et à nos héros en ukrainien. Donc voilà, on est dans le même camp. Mais bien qu'on soit dans le même camp, Patrick, j'ai un désaccord. Franchement, notre démocratie, surtout notre histoire de France, elle est là pour justement permettre à ceux qui sont pas comme nous, qui sont pas d'accord avec nous, même à nos ennemis, de pouvoir s'exprimer et à nous d'avoir les arguments. Maintenant, le reproche qui peut être fait, c'est de dire à cette chaîne CNews, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'Arcom les a repris récemment en disant qu'il manque réellement de pluralité. Moi, ça fait un moment que je suis plus invité sur cette chaîne et à chaque fois que j'étais invité, sérieusement, je mettais mes adversaires en face dans une situation un peu délicate, puisque je ne parle que de ce que je sais de manière assez viscérale. Il faut revenir. Il faut revenir quand ils veulent. Quand ils les invitent. Franchement, c'est un peu dur. La pluie depuis. Peut-être pas vous, mais des gens d'autres partis. Ah oui, l'écologie n'ont aucun, malheureusement. En tout cas, voilà. Ils se sont pas fait épingler sur les temps de parole des partis politiques, jamais. C'est pas le jeu visuel public. Avec l'argent public, on n'entend pas parler beaucoup les gens. Ce que je voulais dire à Patrick, c'est que nous, la France, et nous, les Français, on doit être fiers de cette belle démocratie. Et le problème, c'est que si on commence à réagir comme ça, on ressemble à ces pays totalitaires, tout doucement. Et moi, ça, c'est pas possible. Jean-Baptiste Moreau. Là-dessus, je remercie Patrick. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Patrick, puisque c'est ce que j'ai dit en introduction. Le problème, c'est pas tant qu'elle présente ses idées, c'est qu'en face, il n'y a pas de contradiction. Je suis pas sûr que CNews invitera demain, alors peut-être pas Daesh, mais un porte-parole du régime, un défenseur du régime iranien, par exemple. Oui. Je suis pas sûr qu'il ait le droit. Alors quand on défend la liberté d'expression, à ce moment-là, il faut aller jusque-là, quoi. Si on veut. Dans ce cas-là, on prend les deux extrêmes. Voilà, on prend les deux extrêmes de chaque côté et on les fait échanger, on les fait débattre, surtout à ce moment-là. Mais voilà. Donc le problème, c'est pas tant qu'elle présente ses idées, c'est qu'effectivement il n'y a pas de contradiction en face pour démonter les âneries qu'elle peut raconter. C'est ça le problème. La notion de contradiction, elle est fondamentale parce qu'elle crée en fait la crédibilité. Et on peut prendre l'exemple d'ailleurs de la polémique à laquelle a dû faire face Guillaume Pley, justement sur un de ses derniers épisodes où en fait il a invité un agent du Mossad. Il s'est fait pulvériser sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a eu aucune question en contradiction. Donc c'est ça en fait que les gens ils attendent. Mais on peut aussi partir du principe que la contradiction n'est pas obligatoire. Il y a des modes d'expression, des interviews, des interrogations. On n'est pas obligé d'avoir de la contradiction. On peut très bien laisser dérouler quelqu'un. Ça existe. Oui, à condition que ce soit pas des mensonges éhontés et que ce ne sont pas des propos qui s'arrangent complètement avec la vérité, parce que ça, c'est quand même un problème. Mathieu Vallée. Non, mais l'Arcom n'a pas été sanctionné. Enfin, l'Arcom n'a pas sanctionné CNews pour un manque de pluralisme. Les temps de parole sont respectés à l'aube. D'ailleurs, bien mal, on a appris complément d'enquête, qui font pas des enquêtes sur le audiovisuel public. C'est 4,5 milliards quand on voit Charles Along ce qu'il a mis au jour. Ça aurait été bien qu'il fasse et Élise Lucet et Tristan Wellerick des compléments d'enquête et des caches d'investigation sur leur chaîne. La réalité, c'est que CNews se fait sanctionner pour sa ligne éditoriale. Voilà. Mais quand j'ai entendu Monsieur Cohen, Patrick Cohen, sur C'est à vous, sur France 5, nous expliquer qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc lié
lié au meurtre, à l'assassinat de Thomas à Crépol, et qu'un juge d'instruction le retient dans son instruction, il y a un sujet. Quand Jean-Michel Decuzy, journaliste au Parisien, nous explique dans Une nuit en France qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, pareil, il n'y a pas de sanction, en tout cas il y a eu des mises en garde simplement. Donc 200 000 € infligés à la chaîne CNews parce que ça va pas à la ligne éditoriale du gouvernement, moi je trouve que c'est dangereux. Et je pense que la fermeture de C8 était un premier acte et celle de CNews sera un second acte. Mais CNews s'appelle aux gens, pourquoi ? Parce qu'ils parlent, peut-être comme ici, du quotidien des gens. On parle des faits qui préoccupent les gens au quotidien. Et c'est bien qu'il y ait une pluralité. Et pardon, comparaison n'est pas raison. Daesh, on parle quand même de terroristes islamistes. Le régime iranien. Mais Madame Fedoreva n'est pas une terroriste islamiste. Et j'ai pas encore vu des Russes débarquer à Paris, exécuter des innocents sur des terrasses au Bataclan, au Stade de France. Non mais d'accord, j'ai pas encore vu les chars russes débarquer sur les Champs-Élysées. Donc au bout d'un moment, moi je défends pas le pouvoir russe, je suis en politique depuis 2 ans. J'essaie juste d'être honnête et d'être équilibré sur les choses. Vous avez vu que l'Ukraine quand même propose à la France son aide pour les sapeurs-pompiers, alors qu'on lui prête des milliards et des milliards pour pouvoir faire la guerre. Je comprends pas. Ils ont pas de sous pour faire la guerre, mais ils ont des sous pour aider les sapeurs-pompiers français. Les agriculteurs de France vont avoir beaucoup besoin des agriculteurs ukrainiens dans quelques mois. Ah bah bon, j'ai pas l'impression. Parce que le poulet ukrainien, ce sera le coup de gueule de Jean-Baptiste aux producteurs quand même. 0826 300 300. J'ai bien compris qu'il y avait un coup de gueule de prévu, mais oui, justement. Et il sera étonnant, croyez-moi. 0826 300 300. Je crois qu'on est en train de créer un club, tout simplement, parce qu'on a eu un premier Patrick, on a un deuxième Patrick qui nous a appelé. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Patrick. Comment vous regardez la situation, vous? Est-ce qu'on doit, parce que c'est la question qu'on se pose, priver de parole les gens qui pensent pas comme nous? Pas du tout. Pas du tout, on est en démocratie, donc il faut laisser la parole aux gens qui pensent pas comme nous. Mais il faut pas qu'il y ait une manipulation de l'information comme c'est fait aujourd'hui par le gouvernement. Parce que quand vous regardez par exemple une émission sur LCI, sur l'Ukraine, vous avez quelqu'un qui à un moment donné donne des informations sur ce qui s'est passé en 2014 et en 2022 et pourquoi les Russes sont intervenus en Ukraine, et là on lui laisse pas la parole. Oui. Donc il y a 2 communes mesures si vous voulez. Donc à partir de là, je ne sais pas qui est-ce qui est intervenu, il me semble que c'est Monsieur Vallée, qui a dit effectivement les OQTF, on a du mal à les expulser, mais comment dirais-je, la diplomate russe, on n'a pas du mal à l'expulser, alors que depuis des années... Alors, elle n'est pas diplomate, heureusement pour nous d'ailleurs, mais elle n'est pas encore expulsée, mais en effet elle est visée par ça. Voilà, d'accord. Mais voilà, et si vous voulez, il faut qu'il y ait une certaine justice dans les faits. Et aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Quand la Russie propose aujourd'hui ces appareils pour nous aider pour les incendies, je veux dire, à un moment donné, ils peuvent ne pas penser comme nous, mais on peut accepter la proposition des Russes pour lutter contre les incendies. Parce que les Russes ont proposé leur aide pour les Canadiens. Moi, j'ai pas vu ça. Je suis en train de vérifier, Patrick. Mais en tout cas, on entend factuellement l'esprit, en effet, de dire le fameux 2 poids 2 mesures. C'est de toute façon, à un moment, ce que beaucoup peuvent ressentir par rapport à ça et par rapport, une fois de plus, à cette propagandiste. Non, et une fois de plus, elle a tous les recours. C'est ce qui se passe en démocratie. C'est ce qui se passe en démocratie. En effet, il y a des recours. Oui, ça c'est sûr. Ce serait beaucoup plus militaire. Et je suis pas sûr qu'elle aurait été avertie. D'ailleurs. En tout cas, on passe au sujet suivant dans un instant, alors qu'il est 10h57 sur Sud Radio, après avoir suivi Xenia Fedorova. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de suivre ce feuilleton là aussi dans les prochaines semaines. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis le début du mois de juillet, on ouvre des feuilletons qui sont amenés à se poursuivre à partir de la rentrée. Donc je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais ça risque de nous occuper un petit bout de temps. Et c'est à quoi le coup de gueule de Monsieur Moreau? Mais c'est ce qu'on appelle du teasing. C'est le teasing. Attendez, dès le début, comme ça on met les choses en place. On va parler de 2027 dans une poignée de secondes après une très courte page de publicité. Apparemment, François Bayrou, qui a toujours été quand même d'une aide précieuse pour atteindre pour faire en sorte que certains présidents soient élus avec quelques voix, a une idée en tête, et cette idée en tête, elle s'appelle Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien patron. Est-ce que c'est une candidature crédible ou faut mieux en rire? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Venez discuter, venez tailler le bout de gras, venez aiguiser vos couteaux du débat ici sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr pour participer, les réseaux sociaux ainsi que l'application. On va s'intéresser d'ici une petite vingtaine de minutes, une demi-heure, aux soldes. Est-ce qu'elles sont dépassées? Est-ce que le modèle est totalement dépassé en France? Est-ce que vous, amis auditeurs, vous faites encore les soldes? Est-ce que ça vous arrive encore de prendre une après-midi, un samedi, un dimanche pour errer dans un centre-ville ou dans une
une galerie commerciale à la recherche d'un joli t-shirt, d'un beau maillot de bain ou d'une belle paire de lunettes en réduction, ou alors vous êtes habitué à autre chose, c'est-à-dire aux réductions permanentes, notamment sur les sites, au commerce en ligne, et à bas les soldes. Doit-on les supprimer? Même le ministre visiblement du tourisme, du pouvoir d'achat des TPE-PME, qui est Serge Papin, y réfléchit. Venez témoigner et venez participer à cette discussion au 0826 300 300. Mais pour le moment, on va mettre les mains dans le cambouis de la politique. 2027, visiblement, certains estiment qu'il n'y a pas assez de candidats sur la ligne de départ, parce que François Bayrou a eu une petite réunion secrète. Alors François Bayrou, c'est le MoDem, pour rappeler, faut toujours l'expliquer. Il n'a pas lâché ça, et donc il estime qu'il y a un candidat qui pourrait émerger et qu'il est en train de préparer. Visiblement, ce candidat, ce serait Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, ancien chef d'entreprise. Dans les arguments, il connaît Vladimir Poutine, il connaît Donald Trump, il connaît l'Europe et le monde. Et puis, quand il était au ministère de l'économie, quand il a dirigé des entreprises, c'était pas trop mal. 0826 300 300. Est-ce que la candidature de Thierry Breton est crédible? Venez participer à la conversation. Magali Vicente, quel est ce sourire? J'étais en train d'analyser ce que vous disiez, Maxime, et j'ai retenu un mot. C'est ancien. Ancien. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais le problème, il est là. On a Thierry Breton qui est en train de travailler sur un programme providentiel. Il parle pas de candidature providentielle, c'est programme providentiel. Et donc, c'est son CV qu'on va mettre à l'honneur. Mais en fait, c'est justement tout ce que les Français ne veulent plus aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, ils sont totalement déconnectés. Oui, ils veulent plus le CV de Thierry Breton. C'est pas un CV déshonorant, au contraire. Oui, mais les Français ne veulent plus de gens compétents. C'est pas la compétence qu'ils vont aller chercher. Et je le redis, c'est vraiment le fait de susciter un désir collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Breton est en capacité de susciter un désir collectif du peuple français? Absolument pas. Pour quelle raison? Mais parce que, en fait, c'est pas le programme et ce ne sont pas les idées qui vont faire vraiment vibrer les gens. C'est l'incarnation de sa candidature, sa personnalité. Qu'est-ce qu'il propose? Et c'est bien, encore une fois, de parler d'espoir, puisque je l'ai décrypté. Énormément de candidats, en fait, parlent de l'espoir. Mais il y a une différence entre parler d'espoir et le faire ressentir. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul candidat qui est en capacité de faire ressentir l'espoir à venir. Jean-Baptiste. Moi, j'ai du mal avec la course de petits chevaux permanente à laquelle on assiste depuis 6 mois. Je dirais depuis 6 mois, depuis quelques années, on va dire. Depuis trop longtemps. Oui, depuis beaucoup trop longtemps, parce que dès qu'une présidentielle est passée, il prépare la prochaine, celle d'après. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, je suis d'accord avec vous que les citoyens aujourd'hui, et c'est un problème, ils cherchent un homme providentiel qui n'existe pas et qui n'existera sans doute jamais. Et donc, on devrait davantage se concentrer justement sur ce que les gens ont envie de faire, parce que il est candidat. Moi, j'aime beaucoup Thierry, c'est un voisin, il a une maison dans l'Indre, on se voit régulièrement en Creuse aux fêtes de village, le conflit d'intérêt. Voilà, non, mais j'aime beaucoup, mais sauf que je comprends pas cette candidature. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a déjà dans le bloc central Édouard Philippe, Gabriel Attal, je les citerai même pas tous parce qu'il y en a d'autres qui sont pas encore surtout on a qu'une heure de débat encore, donc voilà, ça va être trop court. Non, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Avec quelle capacité à créer quand même, de l'envie, effectivement, chez les citoyens. Aujourd'hui, honnêtement, même moi qui suis impliqué dans la politique quand même depuis quelques années, je sais pas pour qui je vote au premier tour en 2027. Je vous le dis clairement. Je crois que c'est le cas malheureusement de beaucoup de gens qui suis passionné de politique, qui est jamais voté blanc, qui est toujours voté. Aujourd'hui, je sais pas pour qui je vote parce que je sais pas ce qu'ils veulent faire en fait, les uns et les autres. Donc pourquoi un de plus quoi? Enfin, je comprends pas. 0826 300 300. Quand on voit que François Bayrou est en train de motiver Thierry Breton pour 2027, est-ce qu'on peut estimer que cette candidature est crédible? C'est la question qu'on vous pose. Et venez autour de la table discutailler avec tout le monde. Ça fait 2-3 fois que je vous entends rire, Mathieu Vallée. Vous estimez donc que la candidature de Thierry Breton n'est pas crédible? Non, mais vous avez dit, il faut que François Bayrou il motive Thierry Breton. Donc si lui-même est déjà pas motivé à y aller par sa propre personne, ça va être compliqué. Et puis ça donne pas envie, franchement. Vous parlez de son CV, mais honnêtement, il était commissaire européen, il était patron. Pour quel résultat? Alors moi, je respecte son parcours, mais quand vous parlez de compétences, je pense que justement, il y a eu des chances qui ont été laissées à tout le monde, à la droite, à la gauche, au parti classique. Jean-Luc Mélenchon a été ministre de Jospin en 2000, même s'il l'a oublié depuis tant. Mais nous, on n'a pas exercé de responsabilité, donc on espère. Il y aura les programmes qui seront présentés à la rentrée au fur et à mesure de la campagne. Ne vous inquiétez pas, en tout cas pour mon parti, Monsieur Moreau. Et donc, on essaiera d'être sur les idées. D'ailleurs, j'espère qu'on fera une campagne de haut niveau sur les idées, pas de aucun niveau, parce que les gens veulent avoir des propositions sur tous les sujets. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est que
à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on fait des propositions sur, par exemple, les peines planchées, les peines minimales, des choses que le parti Horizon, parti Édouard Philippe, propose, mais ne vote pas par sectarisme. Et pendant ce temps-là, c'est les Français qui trinquent. Donc ce qu'il faut, c'est que sur cette présidentielle, on ait un vrai débat d'idées. J'espère qu'avec tous les partis, on les aura. La nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, la France qu'on veut faire renaître chez Marine Le Pen avec Jordan Bardella, et pour l'extrême centre, vous l'avez dit, il y a du monde au parti. L'extrême centre. Comment ? Oui, l'extrême centre. Ils sont très à l'extrême centre, quoi. Je veux dire, là, en plus, mais moi je pense que Maxime nous dit qu'il y aura à la fin une dizaine de candidats entre le parti qu'il faut avoir pour avoir les reins solides pour la campagne, le financement, les idées, les signatures, exactement. Je pense qu'on aura une dizaine. Puis je pense que ça affaiblirait la démocratie d'avoir 20, 30, 40. Et surtout, ça rend impossible tout débat de fond. Absolument. Puis surtout, ça donne quand même une piètre image parce que autant de gens qui se pensent en capacité de diriger la France, je sais pas vous, mais moi ça commence à me créer des petites angoisses. C'est pas l'élection du club de pétanque du coin, quoi. Enfin, c'est les présidentielles, donc il y a un moment, il y aurait peut-être beaucoup moins de gens pour le club de pétanque. Je lance une annonce. Il y en a pas. Voilà, moi je cherche. C'est un problème pour la vie associative. Philippe Bouriaki sur Thierry Breton. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Ça part toujours très mal. Je ne veux pas d'un deuxième tour Mélenchon-Marine Le Pen. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité collective, si elle existe encore. Vous voulez qu'elle en second tour? Faites-nous rêver. Moi, je vais être complètement honnête avec vous. Je pense que personne ne l'attend aujourd'hui. Mais je pense qu'un Premier ministre qui a été capable de faire un consensus et être capable de créer un gouvernement d'unité nationale, pour moi aujourd'hui, il s'appelle Sébastien Lecornu. Il a été 10 ans au pouvoir. Il va faire en 5 ans ce qu'il n'a pas fait en 10 ans. Il a été ministre de la Défense très longtemps. D'accord. Donc la Défense, elle n'est toujours pas à 3% du PIB, elle est à 2,5. Il a réussi à faire voter la fameuse loi de programmation de militaires. Parce qu'on n'est pas sectaire, donc ça aussi c'est grâce à nous. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Vallée. Ouais, je vous écoute. Quelque chose qui vient même du Rassemblement national, qui est évident et qui est logique, et je l'applaudis à deux mains. Ah bah dites-le à vos copains centristes et à monsieur. On a bien compris depuis quelques semaines qu'on débat avec Philippe Bouriaki que sa vision n'était pas totalement partagée à gauche, c'est un certain nombre de points. C'est pas grave, mais il faut se battre de l'intérieur. Mais du moment qu'elle gagne à la fin, c'est ce qu'il faut. Mais blague à part, moi je rêve d'un gouvernement d'unité nationale. Parce que sur le champ qui nous attend pour reconstruire ma France, notre France, chacun la voit différemment, mais moi celle que j'ai vécue, celle qui m'a accueilli, qui m'a offert l'opportunité de devenir qui je suis aujourd'hui, donc moi je suis très reconnaissant de ma France et du peuple qui vivait et qui vit toujours en France, qu'ils soient français ou pas, puisqu'ils ont contribué à l'effort national. Mais je sais la force de la France, du peuple français, de l'amour qu'il a, de cette grandeur, de cette générosité. Mais aujourd'hui, notre pays est fracassé. Il est fracassé parce que on ne peut pas. Mais alors Thierry Breton, Philippe Bouriaki, est-ce qu'il peut pas colmater ce pays fracassé? Thierry Breton, mais pourquoi faire une fois de plus? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la politique, elle est pourrie par les guerres d'ego permanentes où chacun se pense une destinée nationale, voire internationale, sans avoir, sans raison objective aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour nous emmener où? Avec quelle vision? À 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et pas une vision sur les 5 prochaines années seulement. J'en parlais avec Magali, il a une expertise qui est intéressante. Oui. Mais il a un savoir-faire. Il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et il faut pas qu'il incarne ce truc. Ceci, il doit être collectif. Donc, Bayrou qui veut se refaire un coup parce qu'il a mal pris ce qui lui est arrivé à l'Assemblée nationale et qu'il soit parti la queue entre les jambes. Bon, bien sûr, il faut avoir de l'ego en politique. Si on n'a pas de l'ego en politique, c'est pas vrai. C'est un mensonge. On a tous de l'ego, sinon on le fait pas. Mais l'intérêt national doit primer au-dessus. La cause est plus importante que l'individu. Et aujourd'hui, le seul qui peut tempérer de la social-démocratie aux républicains, il s'appelle Thierry. Ça y est. Voilà, ça y est. Que dirait le psychanalyste sur le divan? C'est ça qui est intéressant. 0826 300 300 quand on voit que... Alors ça c'était quand même magnifique. C'est Thierry Breton. Tout ça pour ça. En fait, il fallait le dire. On sentait... je vous sens soulagé. Concernant François Bayrou, qui visiblement est en train de préparer la candidature de Thierry Breton, est-ce qu'on peut estimer que c'est une candidature crédible? 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour à tous les lecteurs radio. Je suis depuis beaucoup d'années. Merci beaucoup pour vos émissions de débat. Au moins, on essaie d'avancer un petit peu. Et je suis
un petit peu surpris que la langue de votre prédécesseur n'a pas été comme elle voulait, comme lui il voulait. Je pense qu'il a fait un petit. Elle n'était pas d'accord avec lui. Oui, ça c'est sûr. Comment vous regardez Thierry Breton, Christian, en vrai? À mon sens, la candidature de Thierry Breton, c'est la pire. Pourquoi la pire, Christian? Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi la pire? Mais parce que c'est un chef d'entreprise qui a tout loupé. Écoutez, Boule, il a foutu Boule dans l'air, comme ça, il a foutu comme ça dans l'air. Il a fait que des opérations pour essayer d'avoir le maximum d'actions. C'est juste un entrepreneur, disons, intéressé. C'est un mathématicien. Uniquement. Il a foutu en l'air les nombreux soucis de la France Télécom. Bon, vous voyez un petit peu comment il est. C'est un européiste. L'entreprise Atos, non, parlons pas. Regardez Atos dans quel état c'est. Alors, c'est un entrepreneur, mais qui a tout loupé. Et alors, on veut le mettre à la tête de la France. Mais je pense que là, on est en train de... C'est un peu comme... Bon, après, on peut se planter dans un parcours, Christian. Il a fait d'autres choses. Oui, il n'a pas fait que des. Non. Au niveau européen, en train de nous mettre tous les services informatiques pour pouvoir surveiller les Français, les Européens et tout, ça va. Faire en sorte que les Français aient moins de liberté, non. Ce genre de personnage-là, on n'en veut pas. Vous dites, ça y est, on a fait le tour, quoi. Thierry Breton, on tourne la page. Thierry Breton, non. C'est le pire. Le pire avec Bruno Le Maire. Bon ouais, allez. Comme ça, il y a ce qu'on appelle une balle perdue pour l'ancien ministre de l'économie. Merci beaucoup, Christian, d'avoir parlé vrai au micro de Sud Radio, et on a bien compris. Le pire du pire. On a entendu le message, Christian. Merci beaucoup. Je vous demande pas pour s'il y a un moment ou un autre le moyen que vous mettiez un petit bulletin de Thierry Breton dans l'urne. Du coup, j'ose même pas poser cette question. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. François Bayrou, le MoDem qui visiblement prépare en coulisses la déclaration de candidature de Thierry Breton pour 2027 direction l'Elysée. Est-ce que tout ça est crédible? Est-ce que ça vous fait rêver, après tout, quand on parle d'expertise, d'entrepreneurs, de gens qui ont une petite aura, qui ont un certain parcours? Pourquoi pas Thierry Breton après tout, non? 0826 300 300. On poursuit la conversation avec Mathieu Vallée, Magali Vicente, Philippe Bouriaki et Jean-Baptiste Moreau. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Vous êtes bien sur Sud Radio, on vous lâche pas durant tout l'été, notamment pour discuter de l'actualité, pour se parler franchement. Là, on s'interroge sur un papier du Figaro. C'est sûr que quand on lit le Figaro ce matin, là, la 5e et 6e page, fallait être prêt, parce que fallait pas la lire à la sortie du lit, parce qu'on aurait eu besoin de 2-3 cafés quand même pour comprendre ce qu'on voyait et ce qu'on lisait. François Bayrou qui prépare en coulisses apparemment la déclaration de candidature de Thierry Breton. Est-ce que cette candidature, si jamais elle a lieu, est-ce qu'elle est crédible après tout? Un passage par l'entreprise, un passage par la politique, un passage par les institutions européennes. Candidature de Thierry Breton en 2027, pourquoi pas? 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio, Julien. Comment on regarde Thierry Breton alors? Alors attendez Julien, ce qu'on va faire, c'est que regardez, on va mettre sur pause, on va résoudre un petit problème technique parce que je crois que votre voix est un peu hachée. Je sais pas d'où vous nous appelez, peut-être du modem. D'ailleurs Julien, c'était peut-être pour ça que ça coupe. Il y a des ingérences du modem et là on sent que c'est compliqué. Donc Julien, en plus je crois avoir entendu de la route. Donc peut-être arrêtez-vous, enlevez le haut-parleur. Julien, on essaye de vous reprendre là dans les prochaines minutes. En attendant Julien, entre-temps il y a Philippe qui a appelé. Bonjour Philippe. Oui, bonjour messieurs, mesdames. Mais merci beaucoup d'être avec nous, Philippe. Oh là, je sens la voix déterminée, je sens la voix posée, je sens quelqu'un qui va nous faire une petite masterclass. Là, Philippe, qu'est-ce qu'on pense de Thierry Breton? On est pour? Alors Thierry Breton, c'est un élément chimiquement pur de ce qui nous met dans le mur depuis 20 ou 30 ans. Donc, je vois absolument pas. Il est européiste, il est soi-disant expert en entrepreneuriat. Il a échoué à peu près partout où il est passé. C'est ce qu'on nous a, un auditeur a rappelé avant. Il est l'archétype de ce dont les Français ne veulent plus, parce que figurez-vous que la France est majoritairement à droite. Mais on a une telle démocratie qui veut virer d'ailleurs les opposants, quels qu'ils soient, mais pas tous. Toujours est-il qu'on est gouverné par toujours les mêmes, une espèce de clique socialo-centriste insupportable.
insupportables qui nous mènent dans le mur, bien que la France soit à droite. Alors ça, c'est quand même, au pays des droits de l'homme, c'est quand même formidable. Jamais de référendum, jamais de grandes questions débattues. On prend ses décisions. Donc Thierry Breton, c'est l'archétype de ce gouvernement. C'est comme Macron, quoi. C'est un peu la même chose. Et le pauvre François Bayrou qui a perdu la tête, il veut nous faire croire que le peuple français a besoin de droite. Voilà, là, je sais pas si François Bayrou pense au peuple français. Là, je pense qu'il pense surtout au MoDem et à lui. François Bayrou, non, Philippe? Ouais, mais je crois qu'il c'est très ambitieux de dire que François Bayrou pense au peuple français. Là, peut-être pas. Si, Philippe. Toujours est-il que, en aucun cas, moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé si c'était pas le Gorafi qui avait fait une blague, parce que c'est lunaire, Lunaire. Bon, voilà. Bah ça c'est dit aussi. J'espère qu'il a pas prévu d'aller j'espère que pour ses vacances d'été, il peut aller dans un pays froid là, en Thierry Breton, parce que à mon avis, il y a 2-3 couches là, rhabillé pour l'hiver, pour l'été, pour 2-3 autres saisons. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Et alors, c'est un sujet qui vous fait énormément réagir, notamment vous, Simon. Bonjour. Oui, bonjour. Simon, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, vous nous appelez tous les jours. Là, ça vous fait réagir tout le temps, Simon. Qu'est-ce qui se passe avec Thierry Breton? Ça devient insupportable. On n'a que des candidatures de fantoches et ça commence à suffire parce que c'est des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui ont prouvé leur incapacité par le passé. Moi, je vais être très, très factuel. Tout ce qui touche de près ou de loin Monsieur Emmanuel Macron doit être, de toute façon, je pense qu'il devrait se mettre dans un trou, aller se cacher et ne plus nous revenir sur la scène politique. Alors, attendez. Ça veut dire, Simon, que quand Philippe Bouriaki voit une sorte d'aventure exceptionnelle pour Sébastien Lecornu, vous n'y croyez pas? Absolument pas. Le Sébastien Lecornu, je vais vous dire, je vais même faire un comparatif. Quand Monsieur Sarkozy traitait Monsieur François Fillon de simple collaborateur, là on a le moine soldat, c'est encore pire. Aucune initiative, aucun courage, et qui est aux petits ordres. Donc c'est pas des gens qui ont les épaules pour être président de la République. Ils sont bien gentils, mais c'est des gens qui devraient s'intéresser au peuple, à la France, et non pas jouer la politique de la terre brûlée comme sans jeu de mots de Monsieur Macron pour essayer d'effacer la France au bénéfice de l'Europe. Donc tout ça est ubuesque et même effrayant. Quand je pense que des gens ne sont pas capables de voir ce qu'ils ont fait, mais je suis inquiet. Est-ce que c'est pas le principe du politique de transformer chaque erreur en opportunité et en argument? Simon? Non, on peut pas transformer une erreur. Une erreur reste une erreur. Quand on voit les conséquences que ça a, de toute façon, il faut avoir l'honnêteté de dire j'ai commis une erreur je vais voir ce que je peux faire. Voilà, je me suis trompé, mais comme c'est des gens qui n'ont aucun sens des réalités, on en arrive à ça, quoi. De toute façon, ils ne voient que leur profit, leur intérêt personnel, et la France les importe peu. Voilà, ça c'est dit. Ce sera le mot de la fin, Simon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Magali. En fait, chaque nouvelle candidature qui apparaît, en fait, ces candidats, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train eux-mêmes de desservir finalement ce débat autour de la présidentielle, parce que réellement, ils devraient effectivement s'interroger. Ils ont tous un parcours politique précédent, et cette notion de vouloir systématiquement exister, surtout là, en plus, une candidature dirigée par François Bayrou, on voit bien qu'effectivement, c'est comment ils cherchent à repositionner le MoDem dans l'échiquier politique, ça vient naturellement irriter en fait le peuple français. Et donc ils sont là concentrés en disant je veux sortir mon programme présidentiel, en n'ayant absolument pas conscience que c'est pas le programme et c'est pas les idées, les gens s'en foutent, ils vont pas regarder le programme de Thierry Breton. Juste le nom de Thierry Breton, vous avez vu, c'est irritant en fait pour les Français. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait on a des candidats qui, encore une fois, ne parlent pas aux Français. Tout le monde parle de la France, personne ne parle aux Français. Jean-Baptiste Moreau sur ça? Non, mais juste, j'ai toujours dit que moi, s'il reste un seul macroniste sur Terre, ça sera moi. Donc, je reste un soutien d'Emmanuel Macron et surtout, je reste son ami au-delà de la politique. Bref, bien qu'étant de milieux complètement différents, ça vous lui demanderez. C'est pas moi de lui. Va lui faire un mot immédiatement. Voilà, si vous voulez. Il y a pas de souci. Non, mais globalement, voilà, évidemment que tout n'a pas été bien fait depuis 10 ans, ça se saurait, et qu'il faut une analyse critique. Et surtout, ce qu'il faut, c'est une vraie campagne présidentielle, parce que effectivement, là où j'ai eu parfois des désaccords avec Emmanuel Macron, c'est sur la campagne de 2022, qui a été une non-campagne, qui a été théorisée par un certain nombre de son entourage, et tout ce dont on souffre depuis 5 ans, c'est d'avoir
pas eu de campagne vraiment présidentielle en 2022. Ouais. Donc il faut en 2027 une vraie campagne présidentielle, une vraie confrontation d'idées. Et pour ça, il faut pas 50 candidats sur la liste de départ. Et surtout, il faut des gens qui aient une vision et qui sachent ce qu'ils veulent faire. Et pas juste trois mesurettes pour faire le buzz immédiatement. 0826 300 300. Est-ce qu'on vous a récupéré, Julien? Bonjour. Oui. Bon, comme je disais, je vous fais. Ah bah là, je suis désolé, je suis absolument désolé, Julien, mais je sais pas d'où vous nous appelez ou si c'est un problème de téléphone, mais à chaque fois que, en fait, on n'entend pas un mot nettement. Donc, je suis navré. Peut-être qu'à l'occasion sur Radio, quand vous fera gagner des téléphones, on priorisera Julien, parce que ça, c'est absolument, c'est extraordinaire. Navré, Julien, je sais pas où vous êtes. Essayez de nous rappeler dès que vous avez un moment ou dès que le réseau est un peu plus solide que ça. Alors, merci en tout cas d'avoir composé quand même le 0826 300 300. Mathieu Vallée sur tout ce qui vient d'être dit. Non, mais on a un beau ticket gagnant. Cher et Breton candidat à la présidentielle et Bruno Le Maire Premier ministre. Ouais. En termes de loser, on serait pas mal là. Entre un qui a coulé la France en termes budgétaires, qui sera Matignon, et l'autre qui a jamais été élu par personne, puisqu'au moins Bruno Le Maire, il faut le reconnaître, qui a été député de mémoire de l'heure. Donc la réalité, c'est qu'il faut être sérieux. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on amuse la galerie et qu'on joue au Cirque Pinder, mais la France c'est sérieux. Voilà. Et je regardais hier soir des documentaires et des films sur le général de Gaulle. La position qu'il a eue. J'aime bien de Gaulle. Quand je vois l'énergie qu'il a mis, la passion qu'il parlait de la France, et puis son parcours qu'elle c'est, le libérateur de notre pays et le redresseur de notre pays face à la crise algérienne et face à la crise institutionnelle de la 4e, franchement, ça manque de hauteur et de vision pour notre pays. Et je suis d'accord avec Monsieur Moreau, il faut qu'on ait un vrai débat en 2027. Et donc une vraie campagne avec de vraies idées et de vraies confrontations de programmes. Ça, on l'attend. De toute façon, Monsieur Macron va partir, donc dans 9 mois, c'est la bonne nouvelle. Donc on aura un vrai débat. Ne parlez pas comme ça de l'ami de Jean-Baptiste Moreau. On verra après. Il peut se passer plein de choses dans 9 mois. On est Philippe, on va avoir le cornu, donc ça vend du rêve, mais j'ai quasiment envie d'aller dans Space Mountain à Disney. Les hommes politiques ne sont aimés que quand ils ne sont plus là. Donc ça, oui, ça c'est vrai. Le comeback d'Emmanuel Macron, je pense qu'on a tous hâte de voir ça. Le général de Gaulle disait, les Français même aimaient me récupérer en gros quand c'est le bordel et que le pays est à feu à sang et en péril, et quand tout va bien, il me rejette. Mais en tout cas, lui faisait des référendums et il partait quand il les perdait. Écoutez, ça fait 21 ans qu'on nous promet un référendum, et singulièrement l'année dernière par M. Macron. Oui, moi j'aime bien aller sur quand on ouvre sa bouche pour faire des promesses et singulièrement français, il faut les respecter, parce qu'après on discrédite la parole publique et les gens disent ils se foutent de notre gueule, et donc du coup on va pas les voter. Les successeurs de M. Macron font des référendums. On verra si les successeurs de M. Macron font des référendums. Nous sur l'immigration tout de suite. Mais vous serez étonnés, je pense que vous sous-estimez Marine Le Pen et que certains de chez vous la prennent pour une tocarde, mais c'est quelqu'un qui a d'abord été élu à plusieurs reprises. Beaucoup se sont cassés les dents. Dupond-Moretti, votre ami, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Donc quand il a beaucoup d'amis ce matin. D'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut dire, c'est que un petit tour et puis s'en vont. Dans le Pas-de-Calais, quand il va se frotter à Marine Le Pen, il s'y pique parce qu'il reste pas longtemps et il se casse vite les dents électoralement. Bon, tiens, dans le Pas-de-Calais, est-ce qu'on fait les soldes? Tiens, c'est une question qu'on va se poser. Partout. Est-ce qu'on fait les soldes? Visiblement, ça marche de moins en moins bien, alors que les promotions couvrent 200 jours par an. Les soldes traditionnels, elles, perdent de leur attrait et enregistrent une nouvelle baisse de la fréquentation à nouveau cette année, au point, et on l'entendra, que le ministre du Tourisme, du Pouvoir d'achat, Serge Papin, disait oui, c'est vrai, on a un petit bilan en demi-teinte, ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai, est-ce que les soldes sont un modèle dépassé? Tiens, amis auditeurs, est-ce que vous continuez à faire les soldes, ou est-ce que maintenant c'est sur le téléphone, c'est sur l'ordinateur, c'est le bon coup, on fait des achats en ligne, c'est fini le magasin physique, c'est fini les soldes un peu l'été et un peu l'hiver? Venez nous raconter tout ça au 0826 300 300. Les soldes, est-ce que c'est dépassé en France? Eh bien, on aura le débat dans quelques secondes. À tout de suite. Venez participer à la conversation, installez-vous autour de la table de Sud Radio en compagnie de Mathieu Vallée, Magali Vissante, Philippe Bouriaki, Jean-Baptiste Moreau. Tiens, on va s'intéresser à la consommation des Français. Les soldes, figurez-vous, les soldes qui d'année en année, c'est pas fou, hein. On n'est pas très heureux, les commerçants regrettent, avec les aléas climatiques ce n'est jamais évident, toujours dans la période des vacances. Est-ce que les Français aiment encore les soldes, ou est-ce que c'est un modèle totalement dépassé? On vous pose la question avec forcément derrière aussi l'inquiétude des commerçants, avec peut-être aussi une manière de consommer qui a changé, une façon aussi de ne pas forcément aller dans les magasins, une façon de ne plus acheter les mêmes choses. Il y a aussi peut-être des magasins qui n'ont plus lieu d'être en physique. D'ailleurs, on le voit malheureusement avec la désertification des centres-villes. Est-ce que les soldes sont un modèle totalement dépassé en France? 0826 300 300. Tiens, amis auditeurs, est-ce que vous faites les soldes, vous? Est-ce que vous avez totalement arrêté, ou au contraire, peut-être que vous le faites précisément pour aider le commerçant? Il y a aussi peut-être quelque chose de patriotique dans ça. Venez nous passer un coup de fil sur ce sujet. Autour de la table,
indécrottable? Est-ce que ça fait les soldes? Moi, je suis un indécrottable boomer. Je vais absolument pas être représentatif de mon époque, mais je ne commande absolument rien en distance. Et c'est pas, enfin voilà, je déteste ça. Et voilà, notamment les vêtements. Je vais dans un commerce, dans une commune à côté de chez moi qui a à peu près 150 habitants, et il y a un commerce de vêtements, et c'est là-bas que je vais quasiment tout le temps, solde ou pas solde d'ailleurs. Mais voilà, mais je suis totalement anachronique, puisque aujourd'hui, effectivement, mais c'est un drame de notre époque. Hein, nous, en ruralité, enfin les commerces de centre-ville, ils sont en train de tous fermer les uns après les autres, ce qui fait que ça vous fait des centres-villes absolument déserts quasiment toute la journée, quoi. C'est quand même assez dramatique. Mais est-ce qu'on peut contrer ça? J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde achète quasiment. Il y a qu'à voir le boom des achats sur Amazon ou autres plateformes différentes, et le boom des livreurs à domicile. Aujourd'hui, c'est vrai que ce modèle de consommation semble, hélas, un peu derrière nous, parce que c'est en train de tuer la vie de nos communes, quoi. On a de plus en plus de témoignages concernant les soldes de personnes qui disent oui, c'est vrai, on a peut-être changé notre consommation, oui, c'est vrai que notamment la plupart du temps on commande en ligne, mais c'est vrai que dans la période des soldes, un peu pour soutenir le centre-ville, on va dans quelques magasins, on renoue avec cette tradition. Philippe Bouriaki, pardonnez-moi. Alors moi, je me suis adapté à mon époque depuis très longtemps. Donc effectivement, je consomme sur les plateformes de e-commerce, mais plutôt des choses assez techniques qu'on a du mal à trouver. Moi, j'avais fait un peu de reportage sur le terrain, donc il fallait des perches, etc. Et donc il fallait dans un magasin spécialisé, il y en a pas beaucoup, c'était compliqué. Donc je continue, en tout cas tout ce qui est vestimentaire et habits, à aller là où il y a encore des humains pour l'instant. Peut-être demain on sera remplacé par des robots. Et surtout parce que je suis dans des tailles un petit peu bâtardes. J'ai perdu beaucoup de poids, je grossis, je repère, donc il faut vraiment les tester. Mais ce que je peux me rendre compte, en tout cas dans les centres commerciaux, moi je vois Belle Épine ou Créteil-Soleil par exemple, qui sont à côté de chez moi, ben vous avez de plus en plus de magasins qui ferment boutique. Vous avez des grandes plaques devant. Je vois Ivry-Grand-Ciel, c'est une catastrophe. Je vois Bercy 2, c'est une catastrophe. Et derrière ça, il y a aussi le prix qui freine beaucoup de gens. Donc les soldes, c'est vrai que c'est une grosse bouffée d'oxygène. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que bizarrement, quelques temps avant les soldes, j'ai l'impression que les prix montent et qu'ils redescendent légèrement. C'est-à-dire que je vois pas tellement de différence entre le quotidien et le moment des soldes. Donc ça aussi, il faut que la répression des fraudes veille au grain, parce qu'il y en a, c'est pas très cool ce qu'ils font. Et puis, j'ai envie de vous dire, le panier du Français moyen, il devient très compliqué parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, de moins en moins d'argent. Moi, je le dis encore la dernière fois, je suis dans une classe très privilégiée, et donc j'ai la chance de pouvoir rentrer et de ne pas regarder à la dépense, et y compris ceux de mes enfants, parce que je travaille beaucoup, donc je veux leur faire plaisir. Mais bien sûr, le plaisir n'est pas que dans le matériel, et surtout dans l'amour qu'on leur donne au quotidien, ça c'est évident. Mais quand nous, on a été privés de tout parce qu'on n'avait rien, c'est sûr que derrière on rattrape par une forme de surconsommation. Quelque chose, pas forcément surconsommation, parce que moi je suis un peu écolo, donc je leur explique derrière les conséquences que ça a sur la planète, et je veux vraiment privilégier et acheter français, au moins des choses qui sont faites en France. Et il y en a de moins en moins, on va se le dire clairement, et ceux qui sont faits en France sont à des prix qui totalement sont exorbitants. C'est les fameux débats qu'on a eu d'ailleurs au moment du débat sur l'interdiction de certaines plateformes chinoises, où on a bien vu à quel point c'était compliqué, où le prix venait en tête des achats sur ces plateformes. Magali, oui, est-ce que vous faites encore les soldes, Magali? Moi, je fais pas les soldes parce que je fonctionne un peu au feeling, et j'aime ce côté, voilà, je passe, je vois, et c'est comme ça en fait que je vais réagir. Mais il y a un double questionnement. Il y a la question effectivement de l'existence des soldes en tant que telle, au regard de ce qui se passe toute l'année et de ce qui a été en fait mis en place par un certain nombre de marques, c'est-à-dire tous les tarifs préférentiels à certaines périodes, parce que vous êtes dans le fichier client, et que comme vous êtes client, vous avez accès en fait à des réductions sur un certain nombre de mois, et notamment vous avez tout l'avant-solde, donc vous accédez en fait en tant que privilégié 3 semaines avant un certain nombre de choses. Donc finalement, petit à petit, s'est instauré une espèce de... on n'attend plus les soldes parce qu'on a accès toute l'année à des périodes où on peut acheter de manière réduite. Mais pour moi, l'enjeu, il est vraiment dans le modèle de consommation. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on a tous une responsabilité collective. À un moment donné, effectivement, il faut s'interroger. Certes, on a tous le panier moyen, en fait, qui descend, mais il faut s'interroger sur la responsabilité collective qu'on a dans le modèle de société dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans 10 ans avec plus de commerce de proximité, plus
plus de magasins, plus de gens qui sont en capacité de nous recevoir, nous prodiguer des conseils, et donc tout acheter en ligne, ou est-ce que on veut participer en fait à ce qu'on a connu, c'est-à-dire un modèle économique qui fonctionne, des centres, des quartiers avec lequel on connaît les commerçants et on a se pose la même question quand on évoque le sort des centres-villes avec différents rapports parlementaires, différentes initiatives où on essaye de reconstruire un peu les centres-villes, mais doit-on les sauver les centres-villes? Je me souviens que c'était un débat qu'on a dû faire au début de ce mois-ci, quand on voit aujourd'hui finalement le manque d'intérêt, le fait qu'il y a une autre culture, une autre façon de consommer, ça fait partie des choses qu'on peut se poser. Mathieu Vallée, est-ce que vous faites les soldes, vous? Moi, oui, mais moi je suis un enfant du Nord, donc je vais répondre à Monsieur Moreau. Moi j'avais la vente par correspondance, alors j'étais plus jeune et c'était ma mère. La Redoute, les Trois Suisses. La Canif, exactement. J'ai regretté de voir des nombreux emplois industriels fermés parce que c'était la fierté de notre région qui a subi tant de crises, la crise du charbon, la crise ouvrière, la crise du textile, la crise métallurgique, et pourtant les gens du Nord restent fiers debout. C'est pas des plaignants, ils sont dans l'action et ils essaient toujours garder la tête haute, mais la réalité c'est que moi je vois par exemple pour les costumes, puisqu'on parle par exemple des maisons françaises, c'est bien qu'on puisse acheter des maisons françaises qui fabriquent en France, et même si ça coûte un peu plus cher, moi je préfère la qualité française à la qualité made in Taïwan ou made in China, parce que on a quand même un savoir-faire en la matière, et que par exemple quand je vois le FAMAS, vous savez c'était l'ancienne arme qui dotait les militaires français, maintenant on achète allemand. C'est dommage que nos manufactures de Saint-Etienne n'aient pas pu être choisies et renouveler l'équipement militaire français. Non mais c'est vrai, les G36 qui sont les armes longues des policiers et des gendarmes qui font face aux terroristes, c'est aussi une arme allemande. Le Six Hour, c'est une arme suisse, donc les pistolets qui sont ceinturons des policiers et gendarmes. Donc moi j'aimerais bien qu'on fabrique et qu'on soit dans des sociétés françaises. C'est la priorité à la française. Rappelez-vous, qui fait notre fierté. Ça fait partie des débats qu'on a souvent quand on voit certains drapeaux, par exemple dans les mairies. Je sais pas si vous vous rappelez de cette petite épisode, on s'était aperçu que même les drapeaux qui trônaient dans certains ministères, dans certaines mairies, n'étaient pas fabriqués en France. On avait eu ça aussi, vous avez raison Mathieu Vallée, sur la tenue, je crois, de nos militaires. Et quand il y a de l'argent public en jeu, même certaines mairies n'achetaient pas toujours français. C'est insupportable. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est pas normal, c'est la règle européenne des marchés publics, malheureusement. C'est là-dessus. Bien que. C'est une question de prix. Elle peut être contournée, on va pas se mentir, bien sûr que ça se contourne. Mais aujourd'hui, on devrait pas avoir à la contourner. On devrait, en fait, faire en sorte que, d'un point de vue européen. Même sur l'Union européenne, moi je suis député européen, on a des pays européens qui préfèrent acheter des avions de chasse américains plutôt que des Rafales, alors que le Rafale il est peut-être cher, mais c'est quand même un fleuron à la française. Moi je trouve que cet avion de guerre que fabrique l'entreprise Dassault, c'est quand même une fierté française, comme Airbus qui vend dans le monde entier des avions. Alors Air France, moi je privilégie, je vous le dis Maxime Edé, quand je fais même des voyages en tant que député européen, toujours la compagnie nationale du mieux que je peux, la compagnie Air France, mais quand je vois qu'ils ont des Boeing, j'aimerais bien qu'ils aient que des Airbus. Voilà, c'est une société, une entreprise européenne et singulièrement française qui fait aussi le fleuron industriel français, notre fierté française. Dire qu'on est fier d'être français et d'avoir la fierté française, ça se traduit aussi dans les commandes publiques, nationales et européennes. C'est de la politique, les achats. Oui, bien sûr. En plus, justement, est-ce que la consommation. C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Baptiste Moreau, le nombre de fois on l'a fait, je crois qu'il y avait une émission qui s'appelait Manger c'est voter, consommer c'est voter. C'est-à-dire qu'on fait des choix. Mais est-ce que les Français ont suffisamment intériorisé ça? Parce que, pardon, pour une crise que vous avez bien connue, Jean-Baptiste Moreau, qui est la crise de l'agriculture, à chaque fois on a expliqué aux Français qu'il fallait faire. Oui, c'est cyclique, malheureusement. La prochaine est raide, mais bon, on en reparlera une autre fois dans ce cas-là. D'ailleurs, vos frères ils sont courageux, Jean-Baptiste Moreau. Enfin, vous êtes agriculteur, donc j'ai beaucoup de respect pour le métier que vous avez exercé ou que vous exercez peut-être. J'ai exercé pendant 17 ans. Voilà. Quand je vois que ils vont aux côtés des sapeurs-pompiers durant l'été, et je vous fais pas l'offense à vous qui connaissez votre métier mieux que moi, alors qu'ils labourent leur terre en été, ils se tournent pas les pouces, vous le savez, et qui trouvent encore le temps de faire des kilomètres avec des camions citernes, des tracteurs pour aller aider les pompiers à circonscrire. C'est incroyable, alors qu'ils en ont pris plein la gueule durant la crise agricole et que le gouvernement, sur faire de populisme, leur a envoyé les centaures, alors que les gendarmes préfèrent interpeller les voyous plutôt que d'aller en confrontation avec les agriculteurs et les paysans. Pas faux, et ce sont de fait, c'est un peu comme les pompiers maintenant, on se rappelle des images dramatiques lors de manifestations de pompiers avec certaines images d'affrontements avec les forces de l'ordre. 0826 des moyens et des effectifs en plus pour les gens. 0826 300 300, on continue à parler des soldes. Je vois qu'il y a Loïc qui est avec nous qui veut réagir, et sur la consommation française, c'est vrai que tout est dans la main du consommateur aujourd'hui. Est-ce que les Français ont suffisamment ce réflexe-là de mettre parfois 1-2 euros de plus dans certains produits? Avec l'agriculture, on l'a vu. Non, on l'a vu sur certains mêmes produits bio, ça a été la même chose. Est-ce qu'il faut vraiment sauver les soldes? C'est même la question qu'on est en droit de se poser, et on va essayer d'y répondre dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite.
0826 300 300, venez participer à la conversation. On conclut ce sujet des soldes avant de passer au coup de cœur des uns et au coup de gueule aussi des uns et des autres. Et bizarrement, je crois qu'en ce jeudi, il y a beaucoup plus de coups de gueule que de coups de cœur. Vous allez l'entendre assez rapidement. Mais on parlait de ce sujet des soldes avec des baisses de fréquentation dans cette période et même un ministre, Serge Papin, qui reconnaît, et bien sûr, c'est un bilan en demi-teinte et il dit peut-être qu'il faut rallonger les soldes, peut-être qu'il Je vous propose de l'écouter, c'était sur TF1 il y a 24 heures. Les soldes se terminent aujourd'hui. Beaucoup de professionnels disent que c'est une saison plutôt décevante. Est-ce que vous, ce sont les mêmes retours, le même bilan que vous avez ? C'est décevante, j'utiliserais plutôt le mot, c'est en demi-teinte. Bon, les soldes, d'abord, on a bien fait de repousser la date. D'abord, les soldes, c'est plus que c'était. Vous savez, il y a des promotions tout au long de l'année, il y a des événements, je pense notamment, vous savez, au Black Friday, qui sont des événements qui siphonnent un peu les soldes. Donc voilà, moi, en tous les cas, je suis à la disposition, bien sûr, des parties prenantes. On va faire un point là à la rentrée sur cette question-là et on verra s'il faut modifier les dates, s'il faut les allonger. Je suis là, à la disposition des parties prenantes pour que on améliore les soldes si nécessaire. Ouais. On améliore les soldes, il y a peut-être aussi ce qu'on ne veut pas voir, c'est que est-ce que les soldes ont encore aujourd'hui un intérêt d'exister ? C'est comme quand on parle des centres-villes, est-ce qu'aujourd'hui les centres-villes, on doit forcément les sauver ? Mais je vous pose la question 0826 300 300. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Loïc. Comment vous regardez, vous, cette question des soldes ? Est-ce que vous les faites ? Est-ce que vous avez arrêté de les faire ? Expliquez-nous. Alors, quand le problème, c'est une évolution de société, je pense qu'il y a là aussi, le monde malheureusement change avec certaines bonnes choses et d'autres moins. Autrefois, on attendait les soldes, comme j'avais dit à l'époque, c'était un sujet que vous aviez déjà abordé avec les vraies voix et avec Monsieur David, où j'avais dit on attendait les soldes un peu comme le Messie, à savoir que c'était l'occasion de faire quelques bonnes affaires. Le problème, c'est que maintenant, il y a une concurrence que je qualifierais presque de déloyale avec Internet, avec des produits qui sont plus ou moins radés, avec des coûts de maintenance, on va dire, et d'infrastructures qui sont moindres par rapport à une entreprise locale qui, elle prend toutes les charges entre les employés, le local, etc., etc. Et donc, les soldes, on les fait sans les faire, on peut y tomber dessus. C'est très, c'est très bizarre comme, je trouve que les soldes, en fait, il y en a, c'est plus des soldes, des fois c'est des promotions qui sont des soldes, enfin, il y a plus ce secteur, cette période vraiment sectorisée où c'était vraiment la période de soldes et puis après on repartait pour une année où il y avait plus de soldes, si ce n'est une fois très 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 exceptionnelle. Mais je sais pas si je me fais bien comprendre dans le sens totalement. Où ces périodes de promotion, mais en fait il y en a un petit peu partout dans l'année. Oui, c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Puis alors, après les périodes de promotion, on a le Black Friday. Puis après le Black Friday, on a en effet les ventes privées des uns et des autres. Donc en réalité, vous dites que d'une certaine manière, c'est un peu la tentation permanente. C'est ça. Et puis après, il y a l'achat compulsif. Est-ce que tout le monde là, c'est avec en plus le pouvoir d'achat qui diminue. Donc c'est dur pour tout le monde et même ceux qui font malheureusement les périodes de solde où ils profitaient de cette période pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais malheureusement, il reste que les épinards et plus beaucoup de beurre. Oui, c'est sûr. Il faut peut-être ajouter à ça, Loïc, je ne sais pas si vous le constatez, l'augmentation aussi du prix même pendant les soldes, c'est-à-dire qu'on compense en réalité le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes par une augmentation assez constante des prix. Et aujourd'hui, pour faire véritablement de bonnes affaires, c'est très compliqué, non ? Oui, et puis enfin à croire que tout est fabriqué quand il y a eu la guerre d'Ukraine, que tout était fabriqué en Ukraine. Maintenant, avec le prix du pétrole, c'est pareil. Donc si vous voulez, ça rajoute des couches successives d'augmentation. Et puis malheureusement, le pouvoir d'achat, lui, n'augmente pas dans les mêmes proportions. Et au bout d'un moment, il y a des priorités à faire entre payer ses charges, la nourriture. Ça c'est clair. Et se racheter 3 nouveaux t-shirts pour l'été. Tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup Louis pour votre témoignage au 0826 300 300. Mais c'est vrai, avant de se quitter pour une très courte page de publicité tout à l'heure, on était en train d'évoquer aussi le pouvoir qu'avait le consommateur. On avait la conversation avec vous, notamment Jean-Baptiste Moreau. Est-ce que les Français sont
prêts ou ont suffisamment cette conscience-là. Bon, on a pu le voir avec l'agriculture, je suis pas sûr que les Français soient prêts, par exemple, à payer un costume 50, 60, peut-être un peu plus cher. Si les Français, un jean en plus, si les Français, un slip, pour reprendre la marque française, le slip français. Pas plus qu'ils sont prêts à payer de l'alimentation plus cher qu'au-delà d'un certain prix, alors qu'ils demandent une agriculture qui forcément coûte plus cher et produit des produits plus chers. Aujourd'hui, effectivement, le vrai acte citoyen, c'est l'acte de consommation. Le problème, c'est qu'on se rend compte que, et c'est un ancien ministre de l'Agriculture, qui est aussi un ami, je suis désolé, qui s'appelle Julien Normandie, qui disait citoyen de bon matin et consommateur dans le quart d'heure. C'est-à-dire que le matin, le citoyen demande un certain nombre de choses, de respecter des normes, de respecter l'environnement et tout ça. Et quand il se rend dans son rayon de supermarché, il prend le premier prix, quitte à ce que ce soit une barquette de poulet fabriquée au Brésil. Magali Vicente, ça vous fait réagir? Oui, ça fait réagir. On a tous vu la crise et la polémique au sujet de Master Poulet. Pour moi, le sujet, il est là. Je veux dire, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas d'argent, on doit forcément manger mal? Et je pense que la question à s'interroger, elle est là aussi. Je veux dire, on a vu comment la polémique s'est enflammée, etc., auprès de Karim Bouhamram. Or, le vrai sujet, c'est quand même de se dire... pour remettre dans le vrai sujet, c'est quand même de se dire, est-ce qu'on autorise aujourd'hui des marques comme ça, en fait, parce qu'elles vendent pas cher et qu'on sait pourquoi elles vendent pas cher la viande, est-ce que forcément on doit mal manger parce qu'on n'a pas les moyens? Et je voudrais juste rajouter une chose, un des sujets qu'on n'a pas évoqué justement dans les soldes, c'est aussi le mode de consommation nouveau en friperie. C'est-à-dire que dans la partie vestimentaire, aujourd'hui, on a quand même une génération qui se tourne vachement toute l'année sur les friperies, donc forcément acheter à très moindre coût parce qu'ils veulent changer leur mode de consommation des fringues. Ça aussi, c'est aussi un sujet à prendre en compte dans l'évolution des modes de consommation. 0826 300 300, vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet comme à tous les autres. Maintenant qu'il est 11h50, ça nous laisse 6 minutes pour écouter les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres, à commencer par vous, Jean-Baptiste Moreau. Au bout d'un moment, je peux pas faire durer le teasing et le suspense jusqu'au bout de cette émission. Et Jean-Baptiste, vous avez du monde pour vos barbecues et tous vos amis que vous avez. Il y a plus de viande. Ma grande gueule fait que j'ai pas beaucoup d'amis, mais vous avez pas Sandrine Rousseau en ami? C'est des bons. Ah non, ça c'est sûr. Parce que souvent, moi, j'ai pas de viande. Justement, mon coup de gueule, il s'adresse à Marine Tondelier et tous ces écolos qui veulent expliquer matin, midi et soir aux agriculteurs comment il faut qu'ils travaillent. Là, elle a fait un tweet hier qui est juste scandaleux, qui se prétend être défenseur des agriculteurs, mais il faut qu'aucun agriculteur ne se sente défendu par ce genre de personnes, parce que la vérité, alors elle nous fait l'éloge du small is beautiful, des petits agriculteurs contre l'agro-industrie. Je sais même pas ce que ça veut dire l'agro-industrie, mais elle non plus, elle sait pas, puisqu'elle connaît absolument rien à l'agriculture. C'est pas parce qu'elle a fait pousser 3 pieds de basilic dans une jardinière qu'elle connaît l'agriculture. J'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui expliquent aux agriculteurs comment ils devraient travailler. Enfin, je sais pas s'il y a un autre métier, journaliste ou autre, qui accepterait que matin, midi et soir sur les plateaux télé, on vienne lui expliquer comment il faut qu'il fasse son travail. Enfin, je veux dire, alors qu'ils y connaissent strictement rien. Il n'y a pas d'agro-industrie, il n'y a pas de petits ou de gros agriculteurs. Elle explique qu'elle défend les maraîchers et les maraîchers, les arboriculteurs. Elle vient de tout faire et elle fait tout pour qu'il n'y ait plus d'acétamipride qui va couler toute la filière noisette, dont des arboriculteurs. Elle défend des maraîchers. Les maraîchers, s'ils n'ont pas de flotte, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie végétale, il n'y a pas de vie animale sans flotte. Et elle passe et le problème, c'est que ça serait que Marine Tondelier, on s'en fout. À la limite, elle dit ce qu'elle veut sur les plateaux de télé, j'en ai rien à secouer. Mais le problème, c'est que ça a infusé dans la population, et y compris dans notre milieu rural, un certain nombre de gens qui sont complètement déconnectés des questions agricoles et qui passent leur temps à s'opposer à tous les projets agricoles qui peuvent exister. Nous, on a un projet de porcherie dans le sud de la Creuse. Je sais pas, c'est 2 jeunes qui veulent s'installer, qui veulent pérenniser leur exploitation avec ce projet-là. Je sais pas s'ils vont le faire, parce qu'on a un tas de gens qui s'improvisent connaisseurs de l'agriculture, qui disent, ah ben non, mais ça va polluer, ah ben non, mais on va devenir la Bretagne. Enfin, je veux dire, on entend tout et n'importe quoi sur ces sujets-là, mais ça passe. Voilà, ça passe. C'est acquis comme une vérité qu'il y a des sales agriculteurs pollueurs et qu'en face, il y a les petits agriculteurs qui sont bien gentils, bien mignons. Moi, j'ai été éleveur de vaches limousines allaitantes sur un troupeau de taille, qu'on va dire important. Je suis peut-être une méga ferme pour Marine Tondelier, 130 vaches. Enfin voilà, j'ai transmis à mon ancien salarié mon exploitation par choix. Je suis aujourd'hui professeur au lycée agricole, plus j'ai mon cercle de réflexion qui essaye d'approvisionner le monde politique pour essayer d'éviter d'entendre ce genre de conneries à longueur d'émission. Mais voilà, les filières agricoles, elles sont toutes interdépendantes. Il n'y a pas les méchants céréaliers contre les gentils éleveurs, ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, on va devant une crise globale de l'agriculture parce qu'on a une année de sécheresse catastrophique. Les céréaliers, ça fait 3 ans qu'ils ont des prix catastrophiques, plus des rendements cette année qui sont pas bons à cause de la sécheresse. Les éleveurs, ils ont pas de bouffe pour passer l'hiver, et c'est là où je dis que il y a certaines coopératives qui sont en train d'essayer de négocier avec d'autres pays, parce que la sécheresse, elle est en Espagne, elle est en Angleterre, elle est un peu partout. Donc il va falloir
falloir aller chercher des céréales et des fourrages pour nourrir les animaux cet hiver, sans doute en Ukraine, sans doute je sais pas trop où, mais voilà, donc les opérateurs tous les jours, ils se posent des questions, ils essayent de trouver des solutions pour les agriculteurs pour passer l'hiver, pour pouvoir avoir de la bouffe pour nourrir leurs animaux, et vous avez l'autre espèce d'écolo des plateaux, la bobo déconnecté, qui vous explique que ah bah non mais pauvres agriculteurs vraiment, il faut leur donner les moyens de produire. C'est eux depuis 20 ans avec leurs ONG, avec Canopé, qui nous fait chier tous les matins sur les coupes rases et compagnie, qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation catastrophique au niveau des incendies. Donc il faut arrêter. Je suis, enfin voilà, je suis désolé, mais ça m'énerve. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule, un grand coup de gueule. Et vous avez même été validé. C'était le switch de cette émission, la surprise de cette émission. Mathieu Vallée a validé ce coup de gueule. J'ai eu l'impression. Oui. Il défend l'agriculture avec, en tout cas dans le discours que vous venez de faire avec les tripes. Ouais. On n'est pas d'accord sur tout, mais moi je suis honnête. Alors une réaction politique qui vous a totalement dépassé, qui vous a mis hors de vous, Jean-Baptiste Moreau. Je crois qu'il y a une autre. Alors je sais pas si c'est une réaction politique. En tout cas, appelons ça une initiative politique que Magali Vicente a repérée. Et alors je peux vous dire que là aussi, on n'est pas à l'abri d'en rhabiller un autre pour l'hiver. Ouais, moi je voudrais passer mon coup de gueule aujourd'hui parce que on a eu une vidéo qui est passée du député Carl Olive qui a souhaité bonnes vacances. Et donc en communicante politique, justement spécialiste du non-verbal et du paraverbal, franchement, si vous l'avez pas vu, allez la regarder. Il y a juste la musique, il parle pas et il danse. Voilà. Et je voudrais juste que chacun prenne avec l'intelligence artificielle. Voilà. Je voudrais juste que chacun prenne conscience finalement de l'impact là du non-verbal et du paraverbal sur cette séquence vidéo qui malheureusement le dessert extrêmement dans le contexte dans lequel on est en train de vivre. Et je fais un appel vraiment aux communicants des politiques, un peu d'humilité, un peu de prise de hauteur et de vue, notamment dans les contextes qu'on est en train de vivre. À un moment donné, c'est bien de vouloir faire des trends, de vouloir suivre des modes, mais posez-vous la question du sens du message, parce que là vraiment, je sais pas si Carl Olive il a vu la vidéo avant qu'elle soit diffusée. J'espère pour lui qu'il l'avait pas vue, parce que s'il l'a validée, c'est sûr qu'il l'a validé, Magali. Vous savez très bien qu'il l'a validé. C'est pas sûr, parce que certaines fois dans les fonctionnements, malheureusement, il y a des choses qui échappent. Il a validé le fait de se faire filmer en train de sauter sur une bagnole après la Coupe du Monde. Je vois pas tout d'un coup pourquoi il n'oserait pas valider. On a encore passé un cap en fait, Maxime. Et là, je trouve ça désolant. Et en tout cas, je dis l'impact du non-verbal, il est extrêmement fort et extrêmement grave là. Et donc mesurez ça à chaque fois que vous faites une vidéo, une photo, ou vous prenez la parole, parce que sachez que ça a beaucoup plus d'impact que les mots la que com vous politique, sortez. elle doit venir appuyer l'action politique, elle doit pas venir la remplacer, quoi. Mathieu Vallée, réaction. Non, mais moi, vous apprêtiez à poster une vidéo comme ça aussi. Non, moi, ce qui est personnel, je pense que les gens attendent de nous des propositions et pas de faire vu ma vie. Moi, je veux juste avoir un coup de cœur pour nos 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés, Wilfried et Anthony, qui sont décédés au feu à l'aéroport de Mérignac lorsqu'ils ont voulu éteindre cet incendie avec leurs frères d'armes, mais aussi Baptiste et Laurent, ces 2 sapeurs-pompiers aussi qui sont décédés. Je pense que la devise de la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris, c'est sauver ou périr. Voilà, je trouve que c'est une belle devise dans des maisons militaires ou des maisons civiles que sont les services départementaux d'incendie et de secours. C'est important qu'on ait des valeurs et qu'on ait des gens simples, des gens du peuple qui s'engagent pour la nation et qui sont prêts à mourir si jeunes pour protéger la veuve et l'orphelin. Et je pense que mon coup de cœur, et ça sera que pour eux, dans un contexte où ils donnent tout, où ils triment, où ils crèvent de chaleur, ils crèvent du feu, et ils sont encore sur le terrain en Gironde, dans le Var, en Corse, dans les maquis, dans les forêts, face aux incendies, aux côtés des sinistrés, aux côtés des évacués, pardon. Il y a un peu d'émotion parce que quand on voit ces visages juvéniles qui sont avec le drapeau français derrière, ça rend fier tous les Français, et on ne doit pas penser qu'à eux lorsqu'ils sacrifient leur vie pour la nation. Il faut qu'on soit l'État, les collectivités territoriales, les départements singulièrement qui les gèrent avec le préfet, ils soient en permanence sur les moyens, les effectifs, parce que après, comme le disait Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, il faut qu'on pense à eux, pas uniquement quand c'est le péril. Il ne faut pas qu'on soit frappé d'amnésie à partir de septembre. Et dans ce que vous venez de dire, c'est là où on comprend l'expression soldat du feu. Je crois que depuis quelques semaines maintenant, on en a parfaitement conscience de cette expression. On termine par vous, Philippe Bouriaki. C'est quoi? C'est coup de cœur ou coup de gueule là? Coup de cœur et micro coup de gueule. Moi, j'aimerais m'adresser au président de la République et à Madame la ministre des Sports, Manon Ferrari. Enfin, un texto par M. Moreau, il y a le numéro. Je l'ai piraté, j'ai piraté son téléphone. Je voudrais leur parler d'un homme extraordinaire dont j'avais eu la possibilité l'année dernière de faire l'éloge, qui s'appelle Karim Gadji. Karim Gadji, 17 fois champion du monde de kickboxing pied-point. Un homme extraordinaire, un père extraordinaire, qui se bat à chaque fois qu'il monte sur le ring en pensant à ses 2 enfants qui sont handicapés. Et il se bat pour tous les enfants qui sont en situation de handicap. 17 fois, j'ai entendu la Marseillaise vibrer, nous faire pleurer.
Il a 44 ans, il continue à monter sur le ring, pas par choix, par obligation, parce que on n'en parle quasiment pas de l'handicap, mais lui, il en parle tout le temps. Et je pense vraiment, je veux pas faire de concurrence avec les uns et les autres, qu'il mérite la Légion d'honneur. Et j'en avais parlé l'année dernière, ici, au micro de Jean-Marie Bordy. J'avais lancé ce message qui restait lettre morte, donc je regarde la caméra. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre des Sports, Karim Gadji. 17 fois, le drapeau bleu, blanc, rouge est monté au sommet du monde. C'est le champion le plus titré de kickboxing. Un homme formidable, un chef d'entreprise, un modèle pour les jeunes, plutôt que de montrer les autres, montrer celui-ci. Merci. Un appel donc à la Légion d'honneur, signé Philippe Bouriaki. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion, à ces débats. On vous retrouve très bientôt. Mathieu Vallée, eurodéputé Rassemblement National, Magali Vicente, communicante politique, Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France et 3e vice-président de France Écologie, ainsi que Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie et ancien agriculteur et ancien député. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt à nouveau pour des débats enflammés. Dans un instant, midi 30, vous en avez l'habitude, ces incendies qui continuent à ravager la France, même si de plus en plus on espère qu'ils soient contrôlés dans les prochains jours, avec notamment 9 communes du côté de la Gironde où les habitants qui avaient été évacués ont reçu l'autorisation de rentrer chez eux. On en parle entre midi et midi 30. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.